votre confiance. Comme tous les dimanches, ce dimanche, nous allons nous appesantir sur la problématique de la vaccination contre la COVID-19. Nous allons essayer de nous poser la question, pourquoi est-ce que depuis le lancement de cette campagne de vaccination contre la COVID-19, une campagne qui ne fait pas foule, le Cameroun enregistre déjà 3 différents vaccins pour l'ensemble des populations, après bien sûr le personnel médical et les personnes également susceptibles de contracter cette maladie. Eh bien, le vaccin continue toujours à chercher preneur. Également, l'actualité cette semaine est marquée avec une attaque dans l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, un conflit dans le Nozo, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui se qui se déporte, pour moi, du côté de la région ouest du Cameroun. Doit-on s'en inquiéter? On en parlera. On retrouvera également sur la question de la journée internationale de la presse qui sera célébrée demain un porte-parole des éditeurs de presse qui viendra également nous expliquer le pourquoi de cela, de l'annulation surtout. On a parlé d'une marche qui était prévue, marche qui finalement n'aura plus lieu. On comprendra les tenants et les aboutissants de cette annulation. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Des journalistes, des hommes politiques, des spécialistes pour mieux comprendre l'actualité. Ils arrivent au compte-gouttes sur ce plateau. Ils sont déjà 4. On va commencer par les accueillir. On commence par la plus jeune sur ce plateau, spécialiste des questions de santé, Olive Tangana. Bonjour, bienvenue Olive. Bonjour Bouba, bonjour aux panélistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il représente le SDF, Dieudonné. Bonjour, bienvenue Dieudonné. Good morning, sir. Good morning to your very good panel. Good morning to our televiewers, and a special good morning to the great family of the Social Democratic Front. Merci à vous de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Le troisième invité est un journaliste qu'on ne présente plus. Il officie pour le compte du journal Le Messager. Il a retrouvé sa tchap-cap ce matin. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous accueillons Soulé Onoyono. Soulé, bonjour, bienvenue. Bonjour à M. Bouba Ngomna, bonjour à toutes les populations du canton Limandé, naturellement bonjour à tous mes amis, n'est-ce pas, du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées de Tourné, tous ceux qui sont en ce moment scotchés, sont en train de regarder Canal Presse. Voilà, ils sont très contents de revoir la tchapka rouge aujourd'hui, qui symbolise quoi? La tchapka rouge, c'est la révolution. La tchapka rouge, c'est un peu le retour. Je suis revenu. Vous savez qu'il y en a qui m'avaient enterré vivant. Mais grâce à Dieu, je suis là. C'est pour dire que personne ne décide de l'un et de l'autre. Nous nous bousculons tous, n'est-ce pas, pour avoir le petit souffle de vie. Et personne ne décide de l'autre. La maladie, oui, mais on est là. Alors, vous parlez de révolution, on peut... avec beaucoup de joie, la décision du cabinet Mon Communicateur de pouvoir avoir l'exclusivité d'organiser cet événement, quand on sait que c'était pas évident depuis le mois de février, et maintenant la décision est tombée du Premier ministère cette semaine, qui donne cutus à ce cabinet d'organiser cet événement d'une importance capitale. Oui, il faut dire que, et peut-être, souvenons-nous, M. Bouba, lorsque nous étions ici le 14 février 2021, nous analysions alors le discours du président de la République à la jeunesse qu'il avait donné le 10. Nous avons indiqué quand même que les vieux et les jeunes se parlaient sans se comprendre. On avait l'impression que les adultes, les vieux voulaient faire sans la participation des jeunes qui étaient au banc de touche. Et je crois que le discours est au rang des choses que nous avons indiquées. Il y avait le sagot.
le salon de l'action gouvernementale, qui quand même, depuis 2012, a fait du chemin. On est rendu à la 10e édition. Et je voudrais en passant dire, n'est-ce pas, à toute mon admiration pour Patrice Asiga, il est du cabinet, mon communicateur, qui est le chef du projet du SAGO. Ils ont réussi, n'est-ce pas, malgré le fait que certains fonctionnaires s'étaient assis sur le dossier, parce que souvenez-vous que depuis 2018, le Premier ministre avait instruit que soit signé un contrat, une convention entre le ministère de la Communication qui assure, n'est-ce pas, la communication gouvernementale et le cabinet, mon communicateur, pour, n'est-ce pas, valoriser les actions gouvernementales. Alors comment expliquer que certaines administrations, certains fonctionnaires hésitaient, boudaient cette action qui était quand même, qui leur concernait. Aujourd'hui, le Premier ministre, peut-être grâce à nous aussi, parce que nous avons ce jour-là tendu la main au Premier ministre pour le chief Dion Gouté, pour qu'il fasse ce qu'il fallait pour libérer le SAGO, pour libérer la communication. Et grâce à cela, il a instruit le ministre de la Communication, qui a donc signé un mandat donnant officiellement au cabinet, mon communicateur, d'organiser les salons de l'action gouvernementale. Je crois qu'il faut féliciter ça. Il faut en même temps, quand c'est bon, Bouba. Il faut féliciter le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, et le ministre de la Communication. Et quand vous lisez le mandat, vous voyez bien que il y a l'exclusivité de la communication des actions gouvernementales concédées au SAGO, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui est aussi important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on peut penser que certains fonctionnaires vont laisser le SAGO travailler ensemble, j'espère. Vous savez que lorsque je disais encore que le SAGO, toutes les rédactions, parce que cette victoire aussi est la victoire des rédactions, toutes les rédactions à Siga, n'est-ce pas, a fait le tour de toutes les rédactions. Canal 2 même, c'était comme c'était sa maison. Presque à toutes les éditions de Canal Matin, on voyait la communication du SAGO, pareil partout. Aujourd'hui, nous espérons que le prochain SAGO qui se tient du 18 au 24 juillet sera, n'est-ce pas, un SAGO d'un niveau très élevé. Nous espérons aussi que le ministre de la Communication ne va pas s'arrêter à donner seulement un mandat, qu'il va sensibiliser toutes les administrations publiques pour venir à la rencontre, n'est-ce pas, de la population dans un salon. C'est important. Et aujourd'hui, vous avez indiqué peut-être la vaccination. Peut-être que si la vaccination ne fait pas courir la foule, c'est parce qu'il n'y a pas des éléments de langage importants entre je vais dire, les populations et ceux qui font dans la vaccination. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont à féliciter. Aujourd'hui, on peut remercier tout cela et espérer que le SAGO va partir d'un bon pied. Et j'avoue encore que je félicite M. Patrice Asiga qui demeurait incassable, inoxydable, increvable, parce que ce projet et tout le cabinet, c'est leur projet, c'est leur bébé. Et félicitations pour eux. Voilà, merci. Toutes les félicitations cabinet mon communicateur. Le quatrième invité sur ce plateau est un journaliste, directeur de publication, Thierry Ndong. Bonjour, bienvenue Thierry. Bonjour Bouba, bonjour panel et un bonjour spécial à mon frère et ami Soulé que je retrouve sur ce plateau. Et ça me fait chaud au cœur. Je salue vos millions de téléspectateurs et je vous remercie pour cette présence sur ce plateau. Voilà, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Avec vous, cette actualité qui concerne la presse, avec la journée internationale de la presse célébrée tous les 3 mai, donc notamment demain, avec une initiative qui a été prise par une bonne frange de directeurs de publication, initiative qui visait à effectuer une marche de l'hôtel de ville jusqu'au ministère de la Communication, qui sont de remettre des doléances des journalistes au patron des lieux. On a appris avec beaucoup de regrets que cette initiative n'a pas eu l'assentiment des autorités administratives. Alors, est-ce que
on doit comprendre que c'est encore une frustration de plus pour les hommes de médias. Alors, je vais parler comme journaliste là, après je parlerai comme patron de presse. Je vous donne les faits. C'est que le réseau des patrons de presse du Cameroun a décidé dans le cadre des festivités du 3 mai 2021 d'organiser une série d'activités. Parmi ces activités, les membres ont proposé qu'il y ait une marche pacifique allant du ministère de l'hôtel de ville de Yaoundé pour le ministère de la Communication. Le bureau exécutif du REPAC a adressé au sous-préfet de Yaoundé 1er une déclaration en manifestation. Cette déclaration a été déposée le mardi de la semaine qui s'achève. Et mercredi de la même semaine, le sous-préfet a convoqué le bureau du REPAC pour comprendre les tenants et les aboutissants de la marche. Et après un échange, disons-le cordial, le sous-préfet nous a dit qu'il serait impossible de tenir cette manifestation. Le même jour, c'est-à-dire le même mercredi, le ministre de la Communication a fait appeler le bureau du REPAC pour une rencontre qui a eu lieu le jeudi au cabinet du ministre. Le REPAC a eu une séance de travail avec le ministre de la Communication assisté de ses collaborateurs pendant 3 heures de temps. De parler, de dialoguer. Et je dis que c'est déjà quelque chose. Au sortir de cette séance de travail, il faut déjà dire que le ministre a dit tout le mal qu'il pensait d'une manifestation. Et nous l'avons compris. Il nous a dit qu'il va, c'est-à-dire qu'il était prêt, lui, le ministre, à travailler avec le REPAC. Si le REPAC montre une disposition d'esprit. Donc, on a voulu prendre le ministre au mot en acceptant la main tendue qui était Est-ce qu'on pourrait la sienne. simuler cette phrase du ministre à une espèce de chantage? Non, non. Soit Non, c'était un échange. avec moi, soit vous êtes contre moi, je vous broie. Non, c'était un échange vif, mais cordial. Et au cours de l'échange, le ministre nous a dit qu'il était dans l'intérêt du REPAC de ne pas l'avoir contre lui. Et nous, on a compris. C'est un échange. Et nous, on a pris ça comme une main tendue, ce qui était le cas, et on a accepté la main tendue. Est-ce qu'on avait même beaucoup de choix? Je me pose toujours la question aujourd'hui, avec beaucoup de recul. Toujours est-il que, au sortir de cette réunion, il y a des acquis concrets qui ont amené le REPAC à arrêter son mouvement annoncé, son mouvement de marche. Premier acquis, c'est que un groupe de travail paritaire, MINCOM REPAC, a été créé ce jour-là. Et ce groupe paritaire de travail a sa première séance de travail jeudi de la semaine qui commence. Ce groupe de travail va tabler sur les revendications du REPAC. Et la principale revendication du REPAC, c'est la mise en œuvre des résolutions des États généraux de la communication de 2012. Le ministre de la Communication a accepté qu'on réactive ce dossier, c'est-à-dire celui de la mise en œuvre des États généraux de la communication. Et donc le groupe de travail va travailler, justement, va tabler, voir dans quelle mesure ces États généraux peuvent être réactualisés, pas réactualisés, mais peuvent être mis en œuvre. Les résolutions s'entendent. Le ministre a promis porter les travaux, les conclusions de notre groupe de travail, les porter au Premier ministre et même peut-être au Président de la République. Donc, fort de cela, nous avons
convenu au sein du bureau, après avoir consulté les membres du REPAC, nous avons convenu de ce qu'il fallait arrêter la marche. D'autant plus que le sous-préfet nous avait déjà écrit pour nous dire que cette marche ne pouvait pas avoir lieu. Alors le sous-préfet qui d'ailleurs a salué votre sens de patriotisme, votre esprit républicain, et il dit que tout s'est passé dans le calme et surtout dans la convivialité. Oui, nous sommes des patrons, nous sommes des gens responsables. Nous n'allons pas dans la rue pour le plaisir d'y aller. Nous avions un certain nombre de griefs qui ont trouvé un début de solution. Maintenant, on attend voir l'évolution des travaux et si ça bloque, on avisera. Mais pour le moment, autant chez le sous-préfet que chez le ministre, on a trouvé des gens ouverts, on a trouvé une main tendue et on l'a saisi. Et je voudrais dire que pourquoi est-ce qu'on insiste sur les résolutions des États généraux? Nous insistons sur les résolutions, les recommandations, les résolutions des États généraux parce que les États généraux ont traité de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous, les patrons de presse, puisqu'il faut maintenant en parler, nous sommes confrontés à un problème réel, celui de la viabilité économique des entreprises de presse. Les États généraux ont traité de ça. Les États généraux ont prévu un compte d'affectation spéciale pour la presse qui devrait chaque année avoir un minimum de 2 milliards de nos francs pour soutenir les entreprises de presse. Nous pensons qu'il faut remettre ça sur la table. D'autant plus que spécial avait déjà été préparé et mis en route. Le document, le compte d'affectation spéciale dans le cadre des arbitrages budgétaires, des conférences budgétaires, mais au moment de le voir dans le projet de loi de finances, il avait disparu. Et on pose la question. M. Souley parlait tout à l'heure des cadres tapis dans l'ombre, soit au premier ministère, soit à la présidence, soit dans les ministères, qui torpillent ce compte d'affectation spéciale de la presse. Qui a intérêt à ce que ce compte ne fonctionne pas? D'autant plus que les ressources de ce compte avaient été identifiées auprès des sociétés brassicoles et auprès des sociétés de téléphonie mobile. Donc, nous pensons que les résolutions des États généraux de la communication de 2012 vont aider et les patrons de presse, et les employés, et les journalistes, parce que même dans ces résolutions, la question du statut du journaliste est traitée. La question de la rémunération des journalistes est traitée. La question des libertés de la presse est traitée. Donc, voilà un peu le plaidoyer que nous avions. Et vraiment, M. Bouba, nous avons trouvé une oreille attentive pour le moment. On attend voir si après cette oreille attentive se joue de nous, on reviendra. Et si nous sommes les hommes de presse, vous nous accorderez quelques moments sur cette prestigieuse tribune pour qu'on dénonce. Mais pour le moment, nous disons, nous avons trouvé une oreille attentive et nous prenons au mot ces gens-là en acceptant de surseoir à la marche. Mais le ministre a accepté que demain lundi à 11h, tous les patrons de presse et tous les journalistes de bonne volonté qui le veulent nous lui remettent le mémorandum que nous avions apprêté. Nous avons un mémorandum qu'on remettra solennellement demain au ministre de la Communication. D'ailleurs, la marche devait aboutir à la remise du mémorandum. Il n'y aura plus de marche, mais il y a la remise du mémorandum demain au ministère de la Communication à 11h. Nous invitons tous ceux qui pensent que la presse, celle d'aujourd'hui, nous pensons que tout ce monde doit venir demain remettre ce mémorandum au ministre. Merci, vous n'allez pas partir. On va vous garder encore pour quelques instants pour avoir votre avis sur cet élément que nous allons diffuser tout à l'heure. Mais avant, on va recevoir la représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Madame Alvina Sembe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à mes companélistes. C'est toujours un plaisir de représenter mon parti.
Voilà, merci à vous d'être venu. Je signale que on aura comme invité additionnel le ministre de la Santé publique qui interviendra sur la question de la vaccination. Il nous dira un peu comment est-ce que la campagne se déroule, quel type de vaccin nous avons jusqu'ici au Cameroun, quelles sont les personnes susceptibles d'être vaccinées. On va donc d'abord prendre cet élément qui est en rapport avec un prélude bien sûr à la journée internationale de la presse qui se célèbre donc demain avec cette barbarie, j'allais dire cette sauvagerie des magistrats municipaux, notamment de la commune de Yaoundé 5 qui depuis ce triste événement se bombe le torse et dit à qui veut l'entendre, rien ne peut lui arriver, même s'il tabasse les journalistes, il passe à tabac, eh bien, il est tout puissant. On va regarder encore un peu comment ça s'est passé avec l'équipe de reporters de Canal 2 International qui est allé pourtant sur le terrain couvrir une manifestation de ce côté. Et attentivement. Tu veux créer la rébellion à Yaoundé 5. En image, Aïssen Chia pris en tenaille. Oui, c'est lui. Il vient créer la rébellion. Un joueur de Canal 2. Il vient créer la rébellion à la mairie de Yaoundé 5. Montre ton visage. C'est toi. Le journaliste de Canal 2 International se voit roué de coups des agents de la police municipale de Yaoundé 5 qui filment eux-mêmes la scène. Les bandits comme ça là. Les bandits qui se cachent dans les chaînes de télévision. Tous contre un. Le jeune reporter, malgré les attaques plurielles, se maîtrise. À un pas, son caméraman se fait aussi massacrer. Mais là, ses bourreaux sont plus féroces. La preuve en image. La bouche de Bertrand Tassé ensanglantée, son t-shirt déchiré et son arme endommagée. Le souvenir de cette barbarie d'agents de la mairie de Yaoundé 5 tourmente encore cette équipe de reportage. Vous avez vu la vidéo, il m'a tabassé, il m'appelait de menteur, il disait comment nous on appelait les motomans de venir manifester. L'un a même soulevé leur gourdin sur moi et je lui ai dit c'était très facile de frapper. Le gars, il m'a dit qu'il n'a rien à perdre, il a même enlevé son chapeau. Il nous menaçait, si ce n'était pas les agents de police, je crois que l'un de nous serait en ce moment à la mort. Au lendemain de cette sauvagerie, le journaliste d'expression anglaise découvre des blessures sur sa joue gauche. Et le caméraman, toujours en soins dans un hôpital de la place, a du mal à parler à cause des blessures dans sa bouche. Des soldats attaqués au front alors qu'ils ne demandaient qu'à recouper l'information relative à un mouvement d'humeur des conducteurs de mototaxi dans cette commune. Quand on est arrivé à la mairie, c'est vrai que la grève était déjà finie. Ça faisait déjà peut-être 1h30. Bon, on a quand même cherché à raconter le maire. On est parti vu le chef de cabinet de maire. Donc, il nous a annoncé chez le maire qu'on nous recevoir parce qu'il y avait une réunion d'urgence. On se retourne, on veut partir. Il y a une personne je ne sais pas s'il est de la mairie, qui nous stoppe, qui nous interpelle, il nous dit qu'il peut nous expliquer ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Pendant qu'on était en train d'interviewer ce monsieur, voilà les motomans qui reviennent encore, au moins une centaine, en faisant trop de bruit, les klaxons par-ci, par-là. Et mon caméraman qui se retourne, il veut prendre quelques images. Subitement, il se retrouve en train d'être frappé. Certains nous disaient même sur place qu'ils n'avaient plus rien à gagner ni rien à perdre parce qu'ils sortaient de Kondengui. Moi, ce qui m'a choqué, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on devrait se comporter? Si les gens sortent de Kondengui et qu'ils ont peut-être, je ne sais pas s'ils ont tué ou quoi, est-ce qu'on devait les prendre, les amener là où il y a des hommes bien, des hommes qui ne veulent faire que leur travail? Et voici que se produit l'irréparable des Awara, agent de la police municipale de Yaoundé 5. Informé, le rédacteur en chef délégué, Rodrigue Tanguay, vole au secours de ces éléments. Sur place, il essuie lui aussi l'humiliation de ces chiens méchants. Je n'ai pas vu une telle humiliation
en plus de 10 ans de carrière. Vraiment, ça a donné froid au dos. Et ça continue de me faire peur. Ça continue de m'inquiéter que jusqu'à maintenant, la mairie de Yaoundé 5e n'a entrepris aucune démarche pour se rapprocher du Canal 2, qu'on sache au moins ce qu'est devenu la caméra, notre outil de travail, que la mairie de Yaoundé 5e n'essaye pas de savoir quel est le sort de ce jeune caméraman-là. Joint au téléphone par Rodrigue Tanguay, le maire Augustin Bala dit que les reporters de Canal 2 n'avaient pas à se trouver là, dans sa mairie. Il est allé plus loin lorsqu'il me dit que il semble que c'est notre équipe qui a demandé, qui a appelé les mototaximens qui étaient déjà calmes au niveau des SOS, qui les a ramenés sur le site de la mairie parce que, soit dit en passant, les mototaximens menaçaient dans la journée de mettre à sac la mairie. Le syndicat des journalistes du Cameroun dénonce une telle cruauté qui ne saurait se terminer là, en ce qui concerne Canal 2 International. Il y a la direction générale qui est en train de rassembler les éléments parce que pour déclencher une action, que ce soit en justice ou au niveau administratif, il faut rassembler tous les éléments. Si la caméra, matériel de travail de Bertrand Tassé, reste toujours dans les griffes des agents de la police de cette municipalité, il faut signaler que le turbo, comme il se fait appeler affectueusement, a perdu de sa puissance depuis hier. Le turbo qui a perdu de sa puissance depuis ce matin commence déjà à récupérer après une bastonnade légendaire. Je voudrais quand même poser cette question à Thierry Non. À l'aube de la journée internationale de la presse, ces attitudes barbares du maire qui a reconnu avoir envoyé ses barbouzes, ceux qu'on appelle communément Awara, c'est eux qui ont effectué le sale boulot, qui ont bastonné des journalistes. Est-ce que cela ne fait pas perdre des points sur le plan international au Cameroun, des attitudes pareilles? Naturellement, sur le plan de l'image, on est tous d'accord que cette mairie n'a pas beaucoup servi le Cameroun depuis que ces événements circulent sur les réseaux sociaux. Et l'occasion pour nous, en tant que professionnels des médias, de dénoncer avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Yaoundé, à la mairie de Yaoundé 5. La violence ne se justifie pas, quelles qu'en soient les raisons. Vraiment, ces gens ne sont pas excusables. Ils ne le sont pas davantage que le maire lui-même semble au téléphone cautionner ce qui est arrivé. Et je plains ce maire qui est jeune, en qui nous avions beaucoup d'espoir. Et il a déclaré que rien ne peut lui arriver, il est protégé. Bon, ça, au-delà de ces déclarations, je dis, pour son image de jeune maire, jeune premier, qui posait des actes qu'on félicitait, je dis c'est désastreux. J'espère qu'il va faire son mea culpa, qu'il aura la grandeur d'esprit de revenir vers Canal 2 humblement, présenter ses excuses. d'Awara. Et nous, au niveau du réseau des patrons de presse, nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation, sous réserve de ce que la direction générale de Canal 2 va prendre comme initiative. Nous, en tant que patrons de presse, nous avons décidé de préparer quelque chose, une sortie qui fera entendre notre son de cloche par rapport à cet événement. Alors, Alvin Sembe, est-ce que ce genre d'attitude, je rappelle que c'est votre camarade du parti, le RDPC, maire de Yaoundé 5, est-ce que ce genre d'attitude n'est pas répréhensible par votre parti qui doit prôner par l'exemple, et puis un maire qui cautionne en Mondovision des attitudes pareilles? Le RDPC, c'est un parti non violent.
nous avons d'autres méthodes de résolution des conflits. Nous prenons plus le dialogue et la conciliation que la violence. Et puis, j'aimerais rappeler, je l'ai dit il y a quelques jours sur ce plateau, enfin, c'était pas ce plateau, c'était dans une émission, le débrief, il y a 2 jours, encore qu'il n'y a aucun texte qui réglemente la police municipale au Cameroun pour le moment, dont il ne faudrait pas que les gens abusent. On peut comprendre que les gens veulent accélérer les choses, mais il n'existe encore aucun texte réglementant la police municipale d'ester en justice pour que ceux-là, ces employés qui ont été violés. Je précise qu'en recoupant des informations, il se dit que ce sont vos collègues qui sont partis alerter, ramener une fois de plus ces conducteurs de moto parce que ils étaient là le matin, c'est vrai, mais une sortie de crise avait déjà été trouvée. Alors il s'est trouvé, d'après la source qui était sur le terrain au moment des faits, il s'est trouvé que vos reporters qui n'avaient pas trouvé cet attroupement, leur ont demandé de revenir pour qu'ils puissent faire monter leurs éléments. Et la manipulation de l'information également n'est pas bonne. Parce qu'il se trouve que certains, ce travail, la conduite de la moto, c'est le gagne-pain quotidien de certains. Alors, s'ils se plaignent du coût élevé des taxes, des impôts, on peut comprendre, mais il y a eu une task force en matinée avec les services de monsieur le maire. Nous ne justifions pas ces actes de violence, bien entendu, mais je pense qu'il ne faut pas en même temps manipuler l'information. Nous souhaitons un bon rétablissement à ceux-là qui ont été violentés, parce que dans le cadre de leur métier, ils ne doivent pas, ils ne faisaient que leur métier, ils ne doivent pas subir de pareilles humiliations. Ça, nous pouvons le regretter. Et puis, pour dire que il y a quelques mois, au moment même où cette commune précisément lançait le recrutement, je préfère les appeler les agents de l'ordre, il faudrait préciser que l'une des pièces exigées aux candidats, c'était le bulletin numéro 3 de l'extrait de casier judiciaire. Donc, il me semble pas, il serait anormal que parmi ces agents du bon ordre, il y ait des repris de justice parce que l'exigence du bulletin numéro 3 du casier judiciaire visait justement à éliminer des gens qui avaient été en marge de la société à un moment donné. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur le terrain. Il y a des repris de justice qui ont été embauchés et qui le disent en bombant le torse qu'ils ont fait la prison et que pour eux, ils n'ont plus rien à perdre. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs dit à cette équipe. Mais je voulais quand même interroger Soulé, qui est un doyen de ce métier, à la suite de Madame Sembe, sur le surréalisme qu'on pourrait attribuer à Canal 2, qui arrive après un mouvement de grève qui est fini et qui va chercher à la maison des grévistes qui étaient déjà rentrés, qui vaquaient à leur occupation et leur demande de revenir organiser un autre mouvement de grève. C'est quand même un peu... Ça ressemble à un film chinois, Soulé. Mais c'est une fiction à la John Woo. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Ça veut simplement dire que Thierry Ndong vient d'expliquer comment est-ce qu'ils sont allés rencontrer le ministre, comment ils ont trouvé un terrain d'entente. Maintenant, malgré tout cela, Canal 2 arrive, ils disent mais c'est quoi cette histoire-là? Venez, vous continuez à marcher. Vous marchez malgré tout, nous on va venir filmer. Mais en tout cas, madame, je veux bien, je suis d'accord avec vous, en même temps que je partage avec vous le fait que vous dites que le RDPC n'a envoyé personne, c'est pas un parti de la violence. Et c'est vrai aussi que ce genre de personnes ne devrait pas se retrouver sous la férule de la République des Intouchables. La République des Intouchables n'existe pas. Ici au Cameroun, il y a un seul qui pour l'instant est intouchable, c'est Paul Biya. La preuve, c'est qu'il envoie qui il veut en prison, tous. C'est du bénéfice. Nous connaissons des gens ici qui ont dit qu'ils étaient des intouchables. Et qui sont où? On connaît des vice-dieux. Combien de vice-dieux sont en prison? Donc il faut faire très attention de penser qu'on est un proche du secrétaire général de là-bas pour se permettre un certain nombre de choses. Ce que nous venons de voir, jusque-là, je regardais défiler des images dans les réseaux sociaux.
J'étais loin de penser que c'était une barbarie à visage humain. C'est la sauvagerie. C'est qu'on vient de voir là. Comment vous pouvez expliquer? Je voudrais qu'on me cite un pays dans le monde où peut-être les journalistes ont sémé le désordre, ou alors ils ont créé la guerre civile, ou alors ils ont fomenté un coup d'État. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas, M. Bouba. Je pense que le top management de la mairie de Yaoundé 5 devait normalement négocier, venir discuter avec Canal 2, reconnaître, faire amende honorable. Hein? Tout le monde peut se tromper. C'est-à-dire, sur la chaleur et tout, le show de l'événement, on peut dire qu'il y a telle ou telle chose. Mais là, ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas normal. Et demain ou après-demain, quand le Cameroun sera classé numéro 1, numéro 2, parmi les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, on va dire non. À Rossi-le-Baudet, que vraiment le Cameroun est victime d'un certain nombre de surenchères. Mais c'est ça. Ça s'est passé au Cameroun, ça s'est passé à Yaoundé. Ce n'est pas une fiction qu'on a vu là. Ce qu'on a vu là, c'est des gens qui pensent qu'ils ont la latitude, ils ont le brevet, n'est-ce pas, d'agresser, de faire de la barbarie sur les autres. Quelqu'un qui n'a que sa caméra, rien d'autre. Vous pensez qu'est-ce qu'il pouvait faire là, devant ce troupeau qui est blindé, ce troupeau entraîné est-ce qu'ils sont entraînés pour ça? Je voudrais quand même dire une chose, M. Bouba. Faisons très attention. C'est des choses comme ça, là, quand on les tolère, ça s'accumule et ça devient comme un magma dans un volcan et ça explose. Parce que vous avez le sentiment que c'est petit. Mais quand vous allez, ces choses-là vont se complexifier. Les Camerounais qui sont prétendument jugés de laxistes, de faibles, de passifs, ça ne va pas continuer comme ça. Je dis bien, ça ne va pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, quand j'ai entendu Thierry d'en parler, j'étais très attentif. Parce que c'est ce genre de choses-là qu'il faut éviter. Demain, quand vous allez rencontrer le ministre, dites-lui un mot sur ça. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que les états généraux dont on parle, moi j'ai assisté aux états généraux de 94. On ne va pas revenir. Non, je ne reviens pas sur ça. 94, sous Conchou Komini, il y a eu des états généraux de la communication. 18 ans après, rien ne s'est passé. Même le directeur scientifique de l'époque, qui est devenu ministre de la communication, monsieur le camarade d'Alvin, le professeur Jacques, il n'a rien fait. C'est Chiroma qui revient en 2012, réactive les états généraux. Je me souviens que quand M. Chiroma lançait les états généraux de la communication de 2012, j'avais acheté les actes des états généraux de 1994 chez une vendeuse de beignets qui emballait les beignets avec. Aujourd'hui, espérons que les actes des états généraux de 2012 sont encore là et que le groupe de travail qui a été mis en place va, n'est-ce pas, ressusciter, sortir ça de la poussière des tiroirs ministériels. Voilà, merci Soulé. Dernière réaction. Awara, vous avez déjà eu affaire à Awara, vous savez Awara? Yeah, naturally, sir, we of the Social Democratic Front, we are very concerned about what's happening, especially to the press. You know, the Social Democratic Front has a whole history with the press. We fought very hard for the liberty laws that you have today to be in place. I think the national chairman received the press. That was on the 11th of February, 2021. Canal D was there, and the message was clear. The SDF is very open to work with the press. We in the SDF, we see the press as a collaborator because, you know, in good governance, you must have eye openers. You must have people with their cameras who get there to tell the story as it is. So one thing that we note is that the CPDM has always had something to hide. The CPDM so far is a party that has been governing on lies and on corruption, embezzlement and what have you. And so when they find the cameramen who are out there to say the truth, they don't want them because they don't want the truth to come out. And when they start creating all the fictions like journalists went and brought people here and there, it confirms that is their strategy. Telling lies 24/7, that is a strategy of the CPDM. And coming to what my compatriot was saying, that they met the minister and all that. Dear sir, I think when you met the minister, you should first of all be disappointed that a minister is still talking to you about what you call états généraux,
since 2012. He says he will talk to you, forward to the Prime Minister, forward to the Minister, but he is the Minister of Communication. So we have stooges in this country. We have no competence to do anything. That is something that you are supposed to know who is doing what and who is not doing what since 2012. Since 1994, what the compatriot is saying here, he's meeting the papers at Beignet sale point. Since 1994, who is supposed to do what? Who is supposed to apply the États Généraux? And now you are still saying that we have to go to the Prime Minister, we have to go to the President of the Republic. The SDF is very clear on this. What they are calling decentralization, we are going to decentralize this country until it becomes federal. It is all nonsense. It is about centralization. You cannot be talking since 2012 and today they are still telling you that they have to go and see the Prime Minister. Okay. And please, the method that they use to contact you people, when it is political parties who have manifestations, especially objective political parties like the SDF, they are treated like enemies. They came to lobby with you. We are waiting to see the results because it will probably just be a scam, 90%. And the message of the SDF to the press right now is that our doors are open. We remain open to collaborate with the press and to make sure that their rights are fully respected in this country because the press is a cornerstone of democracy. You cannot practice democracy without a free press. Yes. And so we remain committed. Our doors are open to you as you are struggling to get your rights respected. You can always knock to the doors of the Social Democratic Front and we'll happily see what we can do together. Merci, Nti. Vous avez au passage gratiné le RDPC. Et sa représentante qui est sur ce plateau vous a apporté une ou deux précisions. Oui, je voudrais exercer mon droit de réponse et pour dire à M. Chi que nous ne sommes pas là pour faire un procès contre le RDPC parce que ce n'est pas des militants du RDPC. Le RDPC regrette les événements qui se sont déroulés. Nous ne les avons pas encouragés. Donc si vous êtes venus pour essayer de séduire l'opinion publique, je vais vous dire que les élections, c'est dans quelques années. Ce n'est pas maintenant. Donc prenez votre mal en patience quand même. Et puis vraiment quand il faut parler de la démocratie, votre parti, il me semble, depuis sa création, n'a qu'un seul chairman. Peut-être qu'il vient d'annoncer qu'il a passé la main, mais il a annoncé, mais il ne l'a pas encore fait. Vous êtes très mal placé pour parler de la démocratie alors qu'au sein de votre propre parti, vous êtes incapable de faire cette propre démocratie. Vous avez proposé un programme politique qui est le fédéralisme. Vous êtes allé aux élections avec ce projet. Certaines personnes ont adhéré à ce projet, d'autres pas. Nous avons proposé un autre projet qui a connu l'assentiment d'une majorité des électeurs et c'est pourquoi nous sommes au pouvoir. Prenez votre mal en patience, repensez votre projet, Monsieur Chi, et n'allez pas chercher surtout à fédérer les personnes qui sont frustrées parce qu'il y a eu des désagréments que d'ailleurs nous condamnons pour penser que vous allez encore faire du forcing. Je suis désolé, Monsieur Chi, nous sommes là pour informer et éduquer l'opinion publique. Voilà, merci. Réponse du berger à la bergère. Je crois qu'après cette passe d'armes, on va passer à autre chose pour rester toujours dans l'actualité avec le port de Douala. Après 20 ans d'inactivité, le terminal pétrolier de nouveau fonctionnel. 3 membres du gouvernement étaient cette semaine du côté de Douala pour l'inauguration de ce terminal pétrolier qui a coûté environ une dizaine de milliards de francs CFA. Je propose de suivre ce reportage. 20 ans après, l'appontement du Duc d'Albe du port autonome de Douala est de nouveau opérationnel à Bonabéry. Ce mercredi est un jour heureux pour la Société camerounaise de dépôt pétrolier SCDP et ses fournisseurs étrangers qui depuis 2001 et les 2 accidents qui endommagèrent le dernier bricolaient pour transférer les produits pétroliers des navires aux camions citernes et autres dépôts. Cette réalisation est une prescription du gouvernement qui nous a prescrit de reconstruire cette infrastructure stratégique pour notre pays. Il s'agit ici de sécuriser l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Donc, après 20 ans, on peut se satisfaire d'avoir enfin inauguré l'appontement pétrolier qui
qui va désormais servir à la société SDP pour l'accélération du déchargement des produits pétroliers. Le Duc d'Albe est un dispositif qui permet de connecter un bateau transportant des produits pétroliers à une installation de réception dans les dépôts. Un coût global d'investissement à hauteur de 10 milliards 151 millions 136 000 francs CFA hors taxes. Au regard des lenteurs dans la manœuvre et des pertes financières engendrées par l'absence de ce Duc d'Albe, le jeu en vaut la chandelle selon les responsables. Faciliter le déchargement des produits pétroliers. Aujourd'hui, on a réduit à peu près de 12 heures ce que nous avions avant et nous comptons aller au-delà pour maximiser ce temps. La cérémonie a été présidée par 3 membres du gouvernement, dont le ministre des Transports, le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le ministre en charge des marchés publics. Il revient désormais aux structures indiquées de bien respecter les étapes de manœuvre pour éviter le double accident qui avait engendré un manque à gagner important au PAD et à la SCDP. Voilà, merci à Marc Chouamon. Retour sur ce plateau pour embrayer avec la première thématique consacrée à ce programme, une thématique qui va nous conduire sur la problématique de la vaccination. On se pose la question de savoir pourquoi depuis la campagne lancée contre la vaccination contre la Covid-19, pourquoi est-ce que cette campagne ne fait pas foule? On attendait le secrétaire permanent à la vaccination sur ce plateau qui n'est pas encore là. On espère qu'il va nous rejoindre d'ici à là. Dans le cas contraire, je vous suggère d'attendre impatiemment, de suivre d'ailleurs avec beaucoup d'attention la réaction du ministre de la Santé publique. Ce sera après ce premier tour de table que nous allons effectuer avec nos différents panélistes. Je commence par vous, Olive Atangana, vous qui êtes spécialisée dans les questions de santé. Pourquoi est-ce que cette campagne, on a le sentiment que cette campagne de vaccination contre la Covid-19 ne fait pas foule? Alors, peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais souligner un fait, c'est que la santé, c'est la vie. La santé est au centre de tout, la santé au centre du journalisme. Aujourd'hui, on voit Turbo qui ne peut malheureusement pas faire son travail parce qu'il n'a pas la santé. Et malheureusement, la santé est un peu le parent pauvre de tous les autres domaines quand on prend l'économie, quand on prend la politique. D'ailleurs, on a assisté à une passe d'armes entre deux acteurs de la scène politique. Quand on prend la politique, quand on prend l'économie, on se rend bien compte que la santé est le parent pauvre de tous ces domaines, autant en termes de finances, en termes de ressources financières, infrastructurelles, que de ressources humaines même. Donc, avec la pandémie, fort heureusement, parce que même dans les rédactions, les sujets de santé ne sont pas ceux-là qui sont mis en avant. On ne traite pas réellement, on ne met pas la santé au centre des problématiques de la vie. Pourtant, la santé, c'est la vie. Heureusement, avec la pandémie, la crise mondiale qui secoue la crise sanitaire qui secoue le monde depuis un an, on a revu la santé au devant de la scène, avec notamment la question de la vaccination. J'entre maintenant dans votre préoccupation pour dire que ce n'est pas le vaccin contre le Covid-19 qui pose un problème de manière générale. C'est la vaccination d'abord qui pose un problème. Parce que quand on voit les récentes campagnes de vaccination qui ont été menées, par exemple la récente, c'est celle du choléra, où on n'a même pas pu atteindre 60% de couverture vaccinale. On est à 50% de taux de couverture vaccinale. Or, pendant les précédentes campagnes, on atteignait 60 à 80%. Quand on prend également la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite en octobre, on voit également qu'on a reculé dans le taux de couverture vaccinale. Donc, de manière générale, ce n'est pas le vaccin contre le Covid-19 qui pose un problème, mais c'est la vaccination de manière générale. Pourquoi? Parce que on a par exemple les populations sont réfractaires à la vaccination. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est dangereux pour leur santé. La vaccination crée des effets indésirables graves. Et je dois avouer que pour ce qui concerne spécifiquement, parce qu'on est dans le Covid-19, pour ce qui concerne spécifiquement le vaccin contre le Covid-19, il y a une étude du PEF qui a été menée en mars 2021
sur l'introduction du vaccin contre cette pandémie, on s'est rendu compte que de manière, au niveau de la population générale, 50% de la population n'était pas en faveur, ne s'est pas prononcé en faveur de l'introduction de ce vaccin. Vous avez par exemple les leaders communautaires, 30% des leaders communautaires ont exprimé leur refus. 7% étaient indécis. Donc, de manière générale, le vaccin contre le Covid-19 vient trouver un environnement déjà cloisonné, un environnement réfractaire à la vaccination. Et je dois avouer que le politique n'a pas beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que la vaccination doit être portée par les scientifiques. Or, aujourd'hui, on a plus assisté aux politiques qui portent la vaccination. Et politique, Madame Massembe, excusez-moi si je vais égratigner votre parti, c'est plus le politique, le RDPC. On a espéré que avec la séance publique de vaccination des membres du gouvernement, il y aurait une meilleure adhésion. Mais force est de constater que ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que le politique a contribué également à entretenir le scepticisme autour de la vaccination. Quand il y a eu le problème avec AstraZeneca, c'est encore le politique qui a dit, écoutez, on arrête la vaccination. Oh, c'était pas la bonne décision. Il fallait simplement dire, les scientifiques sont en train de mener la réflexion. À l'issue de cette réflexion, on va vous communiquer la décision des scientifiques. Or, aujourd'hui, c'est le politique qui parle de la vaccination. Et quand on sait que le politique ne dit pas toujours, n'est pas crédible et ne dit pas toujours la vérité, ça justifie tous ces refus, ces refus de vaccination. Souli, qu'est-ce que les Camerounais ont contre la vaccination? Quel est le problème? Pourquoi les Camerounais n'aiment pas la vaccination, ou alors ont peur de la vaccination, ou redoutent la vaccination? Vous avez choisi le terme qui va le mieux. Je ne sais pas le talent d'Olive, qui a fait l'historique, n'est-ce pas, du refus des Camerounais à aller vers la vaccination. Je voudrais beaucoup plus m'intéresser sur le cas du Covid. Et là, il faut prendre l'affaire sous deux angles. Il y a l'angle officiel, et puis il y a l'angle, n'est-ce pas, des populations. D'après ces informations que nous avons recoupées, l'officiel dit que le déploiement est progressif, que ce n'était pas encore une période de vaccination à tout vent, et pour tout le monde, c'est-à-dire pour tout le public, qu'il fallait aller progressivement. Et on va plus loin pour nous dire, apprendre qu'il y a 243 centres de vaccination qui ont été retenus dans le pays, et que pendant qu'on lançait l'opération, moins de 200 étaient fonctionnels. Ça veut dire que maintenant, on peut penser qu'on a pu équiper, on a pu former, on a pu mettre en place un certain nombre de choses pour que les 243 soient fonctionnels. Maintenant, il y a un problème aussi au niveau du choix des vaccins. Nous avons deux vaccins. Il y a AstraZeneca, voilà, et puis le parfum chinois. Maintenant, le troisième qui était Johnson & Johnson, apparemment, il n'est pas encore arrivé. Ou alors, bon, je crois que là, je ne vais pas toucher les deux qui existent à travers AstraZeneca. Bon, les explications qu'on nous donne aussi, c'est que vraiment, il y a un problème de stock. Il vaut mieux aller avec les deux pour espérer que la grande partie de la population sera vaccinée. Ça, c'est aussi des explications qu'on nous donne. D'autres explications nous laissent croire que en avril, on a déjà vacciné 20 010 et que 50% du personnel de la santé est vacciné. Bon, maintenant, la question de fond, c'est que le vaccin arrive à un moment, ou bien le Covid lui-même arrive au Cameroun. Les Camerounais ont refusé le Covid. Parce qu'il faut quand même partir de cela. Les Camerounais ont dit jamais. Nous, on a un Ngulbetera, on a chacun. Vous avez vu à un moment donné, il n'y avait plus de citron sur le marché, il n'y avait plus d'India. Donc les Camerounais ont refusé le Covid. Ils ont dit non, nous ne voulons pas cela. Maintenant, on apporte le vaccin et les gars, vous savez, aujourd'hui les Camerounais sont même dans les montagnes chez moi à Tchékos, chez les Lémandés. Les gens ont la connexion, ils accèdent aux réseaux sociaux
Et dans les réseaux sociaux, on vous dit que personne n'est sûr de rien. C'est-à-dire que même les médecins à l'occidental, il y a un qui vous dit c'est bon, l'autre vous dit n'y allons pas. Finalement, on se retrouve dans une histoire où personne ne maîtrise pas grand-chose. Et puis, nous avons le malheur que, comme disait quelqu'un, il faut traverser le pont en l'eau construisant. C'est-à-dire qu'il faut se vacciner tout en faisant la maladie, ou bien à côté des gens qui font la maladie. Parce que quand vous arrivez, on vous dit à peu près le nombre de personnes décédées et on vous dit à côté comment le vaccin doit arriver. Donc, les Camerounais ayant refusé le vaccin, il y a deux types de discours. Pour compléter ce qu'on dira tout à l'heure, c'est que ça ne passe plus, le message ne passe plus entre le régime qui a duré déjà 40 ans et les populations. On a le sentiment que les populations ne sont plus parfaitement d'accord avec le discours du pouvoir gouvernant. Ça, c'est important de le relever. Deuxième chose, c'est que les Camerounais estiment que tant qu'on n'a pas vidé le malentendu colonial, qui fait que après la colonisation, le néocolonialisme et le capitalisme sauvage veut, à travers la vaccination, se faire beaucoup de sous. Les Camerounais disent non, on ne part pas dans cette histoire parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas demain de quoi sera fait. Et je vais chuter par une chose importante. Qu'est-ce qui est important? C'est-à-dire le système de santé précaire de chez nous. C'est pas comme dans les pays développés où, quand on est vacciné, si vous arrive quelque chose, vous savez comment faire. Mais si vous êtes vacciné et que vous êtes à Tchékos, ou alors à Bukaga ou bien à Tchékos, vous faites comment? Comment savoir que c'est les conséquences du vaccin? C'est-à-dire, tous ces éléments-là, mis ensemble, ça permet de penser que les gens craignent et redoutent la vaccination. Alors pour votre troisième préoccupation, le ministre de la Santé a donné quelques éléments. Prenez votre mal en patience. D'accord. Vous allez avoir des éléments de réponse sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question de vaccination est politisée au Cameroun? Alors, je dirais déjà, avant de répondre à votre question, la politisation de la vaccination contre le Covid, dire à Madame Atangana qu'il y a quand même une différence entre les partis politiques et le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est une alliance. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, c'est une alliance de partis politiques. Je pense que c'est les membres du gouvernement qui ont pris la responsabilité, qui se sont fait vacciner, pas en tant que des militants du RDPC. Et puis le rôle des partis politiques également. Si vous voulez mon avis personnel, l'un des handicaps de ce problème de vaccination, c'est un manque de communication, une bonne communication. Là, c'est un problème. Une communication auprès des différentes cibles. Là, c'est mon avis personnel. Maintenant, au niveau, pour ce qui est des rôles des partis politiques, les partis politiques ont également le devoir d'éduquer. Il faut donc éduquer les différents militants. Monsieur Chi, j'espère que vous le faites dans votre parti, à ce qui nous est tombé dessus, qui est mondial, à savoir la pandémie Covid-19. Il faut donc sensibiliser les gens sur les dangers et les méfaits et également les voies de sortie. La vaccination n'est que l'une des voies de sortie parce que on a accéléré le processus de vaccination au regard également de la vitesse de propagation de la maladie. Mais il faut souligner que dans ces différentes sorties, le chef de l'État prônait surtout les mesures barrières. Il ne me souvient pas que le chef de l'État ait, dans l'un de ses discours, en dehors du discours lu en ces lieux et places par le président du Conseil économique et social, M. Ayan Luc, qui a parlé de vaccination dans le cadre de la commémoration je pense, du 25e anniversaire de la CEMAC. Mais le président Paul Biya n'a jamais parlé de vaccination dans aucune de ses sorties. Maintenant, vous non plus, vous ne le voyez pas, mais au moins nous avons ces directives, Monsieur Soulé. Le RDPC ne peut que soutenir les initiatives du gouvernement. Nous encourageons les gens. Il y a des cibles. Nous sommes conscients de ce que, pour le moment,
toute la population camerounaise ne peut pas se faire vacciner du fait de l'absence même des doses pour toute la population, environ 22 millions ou alors 23 millions aujourd'hui. Et puis, il faut voir également en l'échec de la stratégie du ministère de la Santé, la théorie du complot. Il y a beaucoup de théories du complot qui se sont développées autour du Covid, des gains, des complots pour réduire la race noire, etc. Ça fait qu'il y a eu une naissance quand même des personnes sceptiques qui n'entendent pas. Déjà, pour elles, le Covid n'existe pas. Et puis, parler encore de vaccination, alors que ce vaccin même est en cours d'expérimentation, parce que le vaccin, quand même, ça prend beaucoup d'années. Donc, on ne peut qu'encourager pour le moment. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes dans un système. Il faudrait encourager, prendre ses responsabilités, encourager ceux-là qui sont éligibles, parce que pour le moment, tout le monde ne peut pas se faire vacciner, mais ceux-là, pour le moment, qui sont éligibles à le faire. Alors Thierry, est-ce que les anti-vaccins et même les réseaux sociaux n'ont pas contribué à rendre cette campagne morose? Ben écoutez, Olive le disait, la vaccination est venue trouver un terrain déjà suffisamment miné par toutes sortes de peurs. Les réseaux sociaux ont largement contribué à cela. Mais je dis également que la façon dont le gouvernement a voulu imposer la vaccination a contribué plutôt à desservir l'action vaccinale contre le Covid-19. Est-ce que le gouvernement a imposé ou c'était facultatif? Il faut, le sentiment si vous faites l'étude, on a entendu quelque part que ce vaccin était obligatoire. Ils n'ont pas dit que c'était un vaccin obligatoire, mais quand vous voyez la façon dont ça a été amené, vous pouvez aussi comprendre les réserves des populations. Parce que on est parti d'une alerte sur la phase 2 du Covid, au moment où on ne s'y attendait pas. C'est tombé comme un cheveu dans la soupe. Ça a commencé à crier partout que la phase 2 est là. Et lorsqu'on a passé l'idée de la phase 2 Covid, on a commencé à préparer le terrain de la vaccination. Donc, les gens ont trouvé ça suspect. Je ne justifie pas. J'essaie de comprendre. Parce que sachez, et c'est ce que le gouvernement refuse de comprendre, en face, on a des gens intelligents. Même s'ils n'ont pas été à l'école, ils ont de la jugeote. Et plutôt que de les caporaliser, plutôt que de les regarder d'en haut, plutôt que de continuer à avoir le discours condescendant de l'administration qui dicte à la population la conduite à tenir, le gouvernement devrait changer de fusil d'épaule. Le gouvernement devrait descendre de son piédestal, venir dans la population, lui parler d'égal à égal. Ça a manqué et ça n'a pas aidé la campagne actuelle. Je prends un exemple simple. Sur un plateau aussi prestigieux que celui-ci, forte écoute. Je n'ai personne du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, pour expliquer, pour rassurer. C'est cette condescendance que nous dénonçons. Et c'est cette condescendance qui a miné la campagne et qui continue à la miner. Nous ne pouvons pas diriger les gens aujourd'hui comme on les dirigeait il y a 25 ans. Il faut que le gouvernement le comprenne. Et je vais finir en disant que l'une des choses qui a aussi virusé la campagne vaccinale sur Covid-19, c'est le refus du gouvernement d'admettre ou alors d'ouvrir une vraie porte à la médecine traditionnelle. Monseigneur Cléda a soulagé les populations. On peut même dire que c'est grâce à la médecine, à la pharmacopée traditionnelle, que nous avons réussi à canaliser la phase 1 du Covid. Lorsque la phase 2 Covid est arrivée, on a ignoré ces gens-là, on a ignoré tout ce qu'ils avaient apporté
on a refusé de dire aux gens, vous pouvez également, à côté de la médecine occidentale, je l'appelle comme ça, vous pouvez aussi prendre la pharmacopée traditionnelle qui nous a aidés en phase 2. C'est ce refus aussi de cette ostracisation de la pharmacopée traditionnelle qui a contribué à viruser cette campagne. Djelouti, comment vous voyez cette campagne contre la vaccination? Well, I think that, as my compatriot noted, it is quite sad that on an issue like this, we cannot have the concern to be able to explain actually what is happening. But what I'll tell you is that the government is the first break in the issue when they tell you that vaccination is optional. It has never been said before. I have not heard it. But with COVID, they said it was optional. So once it is optional, the problem is the people ask, why is it that in this particular case they are saying it is optional? It's a problem. They should take their responsibilities as a government and say, okay, we have all the assurance that everything is good and fine. We take the responsibility and we're telling you that you have to take your vaccines because we guarantee that the vaccines are credible. No. And then again, COVID-19 is also revealing our deficit of policy as far as the medical sector is concerned. It is unfortunate that for over 60 years of independence today, problems like this we can only look from outside for solutions. It would have been possible if we were working very hard to be able to conceive vaccines now within the medical sector. He is highlighting our traditional pharmacy, which did remarkable progress with Archbishop Kleda, and of course I'm sure many are doing a very great job. But what is the government doing? Is the government giving them the privilege to be able to find solutions to these problems that we are having? No, they are looking abroad. And then the compatriot for the Messager was telling us that foreign countries want to make money with COVID. They use the COVID, make vaccines and all that. Let me call your attention to the fact that when this issue just started, the face mask that we are putting today were from 1,000 award. When the local industry came in and started producing us face masks for 200, 250, 300, 500, today we are buying the face mask for 100 francs. So you see how far we get our people exploited because we don't have local initiative. Why is it that up till today the medical sector of Cameroon is so handicapped? It is just that COVID seems to have brought a blockage. People no longer travel freely, and then the government is seeing that the Western world is dying more of COVID than us. I'm sure they would have traveled to America to go and get their vaccines because that's where they travel to go and get their treatment. Because we don't have hospitals here, and this is it's quite sad. It's quite sad that we have this situation, and they are running away from their responsibilities. They don't want to explain anything. You said you are waiting for them. We are also waiting. You see, they will not come. Okay. That is what we will see. They will not come. Ok, d'accord. Mais celui qui est là, qui a bien voulu accorder cette interview à Canal 2 International, c'est bien le patron de ce département ministériel, le ministre Manaouda Malachi, qui s'est entretenu avec Canal 2 International sur la problématique du vaccin. On l'écoute très attentivement. Oui, bonjour. Je voudrais dire aux Camerounais, allez au vaccin, conservez votre masque, conservez les mesures barrières et nous vaincrons rapidement le Covid-19 au Cameroun. Voilà, merci au ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui a bien voulu apporter quelques clarifications. On revient sur ce plateau par rapport à cette thématique pour un dernier tour de table. On commence par l'experte d'abord, après l'entretien du ministre de la Santé. Réaction? Le ministre était convaincant? Non, pas du tout. Et pourquoi? C'est ce qui arrive. Vous savez, c'est dangereux quand on fait la politique avec la santé. La santé, ça ne ment pas. On ne peut pas dire qu'en une journée, on a eu 17 000 personnes vaccinées, quand en 12 jours, on n'a même pas pu faire 12 000
quand on n'a pas pu atteindre le seuil de 12 000 personnes vaccinées. Je reste simplement sur cette information basique. Donc, il faut faire très attention. Et ça pose également un problème des chiffres qu'on avance depuis le début de cette pandémie au Cameroun. J'ai toujours dit que j'ai pour principe de ne pas discuter les chiffres du gouvernement avec eux, mais là, je pense qu'on devrait mettre un peu de bémol et dire la vérité au Cameroun. Mais sur ce chiffre précis, je crois qu'il donnait le bilan rendu à ce jour. Il ne parlait pas d'un bilan d'une seule journée. Puisque lui-même, il a publié sur son compte Twitter qu'au 29 avril, on était à 20 000 personnes vaccinées sur son compte Twitter. Donc, il faut faire très attention avec les chiffres qu'on avance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministre lui-même, il reconnaît qu'ils sont conscients de ce qu'en ce moment, la communication ne marche pas. La communication jusqu'ici, c'est vrai, peine à convaincre les populations d'aller se faire vacciner. Donc, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'avoir une communication bien pensée, une communication bien ciblée, une communication avec des objectifs clair et surtout confié aux professionnels de la communication, parce que les services de communication du ministère de la Santé et même du programme élargi de vaccination font un travail, certes pour rallier les indécis vers la vaccination, mais c'est difficile. Il faut confier la vaccination aux professionnels. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que je pense que le discours sur la vaccination est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il fait penser à la population qu'on peut aujourd'hui ne pas respecter les mesures barrières. On peut aujourd'hui faire fi du port du masque. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Je ne manque pas de mettre mon masque, mais je suis très choquée à chaque fois de voir les populations aujourd'hui aborder de moins en moins le masque. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois. Il y a 2 mois, quand j'arrivais à l'église, c'est quelque chose que j'avais même salué. J'avais vu quelques responsables leur dire vraiment, c'est bien, on n'accédait pas à l'église si on n'avait pas le masque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a abandonné le masque. On a abandonné même... Et puis, ce n'est pas que le masque qui est la principale mesure barrière qu'il faut respecter. Il y a la distanciation. Il y a le respect des 50% de personnes autorisées dans les manifestations publiques. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a. On n'assiste pas à cette mesure-là. On ne respecte pas réellement les mesures barrières. Donc, il y a le discours sur la vaccination. Oui, vaccinons-nous. Aujourd'hui, la vaccination est présentée comme l'élément, l'un des éléments, l'une des pièces maîtresses dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais aujourd'hui, qui s'est fait vacciner? Est-ce qu'on a assisté à une coalition de personnes, à des influenceurs? Est-ce qu'on a associé d'autres partis politiques? Et je réitère, on a vu devant les caméras les membres du gouvernement se faire vacciner. Et ces membres du gouvernement appartenaient tous au RDPC. Et quand on sait que c'est un régime aujourd'hui qui ne convainc plus la population, c'est très dangereux. Mais on a vu Bello Bouba Megali, il n'est pas du RDPC. Oui, enfin, c'est un parti allié. C'est un parti allié au RDPC. Donc vraiment, c'est un parti allié au RDPC. Et on sait ce que parti allié aujourd'hui signifie au Cameroun. Donc il faut faire très attention avec le message, la communication autour du vaccin. Alvin? Oui, j'ai suivi religieusement le ministre de la Santé publique qui est dans son rôle. Mais comme vous l'avez regretté tout à l'heure, il aurait été judicieux, n'est-ce pas, que l'expert qui est le secrétaire permanent à la vaccination prennent les devants pour communiquer. Là, ce serait encore mieux parce que il est la personne à même de faire les différentes comparaisons que Olive a bien voulu nous montrer. Maintenant, il y a les chiffres qui ont été avancés, 200 000, 391 200. Ça montre clairement que pour le moment, toute la population ne peut pas être couverte et c'est pourquoi il y a des cibles prioritaires et notamment le personnel médical et après les personnes vulnérables et puis le personnel éducatif. Nous devons, nonobstant cela, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, continuer à déjà respecter les mesures barrières et les 13 mesures édictées par le gouvernement. Il faudrait que les gens soient conscients parce qu'il y a un problème de civisme également. Les gens refusent. Il y a ce problème ce n'est pas un problème d'inculture, mais je préfère parler d'incivisme à travers ce scepticisme. Les gens pensent que parce qu'il y a déjà le vaccin, on est forcément protégé. Que non.
Le vaccin nous permet juste d'éviter des formes sévères de la maladie, mais le vaccin ne nous empêche pas d'être malade, encore moins de transmettre la maladie. Le Covid existe, nous devons faire attention et le gouvernement doit s'arranger à se rapprocher un peu plus des différentes cibles et donc à élargir l'assiette des différents centres de vaccination. Tous les centres doivent être opérationnels, même dans mon village, au fin fond de Balmayo, on devrait pouvoir, puisque c'est là-bas, vous imaginez, dans les zones reculées qui sont habitées à majorité par les personnes d'un certain âge, si jamais ces personnes-là avec des cas de Covid, ça risquerait d'être l'hécatombe dans ces zones rurales. Donc, il faudrait un peu plus rapprocher le vaccin des cibles, pas seulement au niveau urbain, mais également en zone rurale où il y a même beaucoup plus de citoyens camerounais qui résident. Donc, nous devons continuer à communiquer. Et comme je l'ai dit, j'ai appelé à M. Chi tout à l'heure, je l'ai interpellé pour dire le parti politique n'a pas seulement vocation à revendiquer le pouvoir, le parti politique a également vocation à informer ses militants sur les méfaits de la pandémie et donc à les encourager à suivre les mesures édictées barrières édictées par le gouvernement et surtout à se faire vacciner pour ceux-là qui sont éligibles pour le moment. Il est temps que les Camerounais taisent leurs différentes querelles. Il est temps d'associer les relais communautaires. Il est temps d'associer un maximum de communicateurs autour de ce vaccin et même de la guérison des médicaments. Il faudra également donner la parole au ministère de la Recherche scientifique qui, ma foi, a également des choses à nous proposer. Le vaccin n'est qu'un pan de la lutte contre le Covid, mais il ne faut pas oublier les autres pans. Une ou deux dernières réactions. D'abord celle de Soulé sur la vaccination, après la réaction du ministre de la Santé publique. J'avoue que j'ai écouté religieusement M. Manaoula. C'est un bon ministre. Il communique bien. Il est très présent. Je crois qu'il inaugure une nouvelle ère, n'est-ce pas, qui n'existait plus, où certains barons, certains caciques dans l'appareil pensaient qu'ils pouvaient rester dans leur salon et ils s'en foutaient, quoi. Ça, c'est important. Et je crois que c'est la deuxième fois qu'il réagit comme ça sur votre plateau. Je crois qu'il faut encourager cela. Et quand on l'entend parler, on se rend compte qu'il est même plus agent sensibilisateur que le secrétaire permanent du PEV qu'on attend, du programme élargi de vaccination qu'on attendait ici. C'est important aussi. Et je remarque quand même qu'il nous laisse croire quand même qu'il n'y a aucun pays au monde qui n'est serein par rapport à la vaccination, qui est tombé comme ça, parce que tout le monde s'est lancé dans la vaccination et que tout le monde est à la phase de l'expérimentation et que jusqu'à ce qu'on fasse quand même plusieurs essais, plusieurs expériences, on n'est pas encore complètement sûr d'un certain nombre de... Mais il faut se vacciner. Ça aussi, c'est de l'efficacité et de la fiabilité. La preuve, c'est qu'on ne peut pas... Pourquoi prendre deux doses plus qu'une? Ça veut dire que c'est quand même un discours qui a quand même une bonne dose de franchise. Mais déjà, le fait d'être là est important. Et je vous apprécie d'avoir fait ce genre d'effort. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on puisse dire pourquoi je dois choisir Astra et non Sinopharm. Est-ce que c'est en cela qu'on revient à ce qu'on pourrait appeler, Olivier a appelé la communication. Lui-même, il a dit qu'il faut structurer la communication et il faut accentuer la sensibilisation. Ça veut dire qu'il reconnaît que le discours doit sortir du cabinet du ministre. Il faut que le discours sorte. Il est très bon, mais là où il parle là, il y a des Camerounais qui l'ont écouté. Ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas d'énergie électrique, des villages où il n'y a même pas de télévision. Mais sinon, son discours, pour ceux qui l'ont écouté, il donne quand même une certaine dose d'assurance. Mais, je dis encore qu'il y a un problème de ce que j'appelle les éléments de langage, qui ne doivent être seulement au niveau du ministère. Il faut les multiplier, il faut les diversifier. Monsieur Bouba, depuis 2012, je le disais à l'entente de cette émission,
le SAGO, le salon, a fait de la vulgarisation des politiques publiques une priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du 18 au 24, le ministre de la Santé qui nous écoute doit pouvoir prendre des stands au SAGO, mettre en place des personnes. Et même, il y a encore 2 ou 3 mois, il faut faire avec les langues nationales. Parce que tout ce qui vient, parce que le vrai problème, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse écouter le discours sur la vaccination dans les radios rurales, dans les radios communautaires, en langue. Parce que le français, parfois, on l'écoute sans être sûr qu'on l'écoutait. Bon, donc il y a le pidgin qui est aussi une langue importante. Donc il y a tellement de langues. Vous me permettez, c'est important ce que je dis. Et quand vous commencez à me faire le doigt comme ça, là, vous m'embrouillez. Vous êtes en train de proposer des pistes de communication. Oui, mais c'est aussi notre rôle. Comment on peut vous consulter pour cela? Non. Pour l'instant, je ne demande pas ça. Bouba, laissez-moi au moins finir, s'il vous plaît. Pour l'instant, je crois que quand vous appelez sur un plateau comme celui-ci, vous nous laissez quand même approfondir l'analyse. Le ministre vient de parler. Pas confisquer la parole non plus, je vous donne le temps. Mais ouais, que si vous m'avez laissé, j'aurais chuté. D'accord, terminé, chuté donc en disant que les administrations publiques doivent se mettre ensemble et communiquer sur le vaccin. C'est-à-dire que toutes les délégations, parce que jusqu'à maintenant le pays est encore fortement centralisé, les délégations de tous les différents ministères doivent se mettre dans la politique de la vulgarisation du vaccin et dans toutes les langues. En commençant par, n'est-ce pas, prendre le stand au SAGO. Bon, maintenant, Thierry Noir dit quelque chose d'extrêmement important. Si on associe la pharmacopée traditionnelle, il y a Peyoun Dissamba, que j'écoute tout le temps, qui vous dit qu'aujourd'hui, les Camerounais ne doivent plus mourir, n'est-ce pas, de Covid. Que Ngulbetara a montré son efficacité et qu'on peut déjà avoir le Ngulbetara à tout moment. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est parce que, comme disait Chi, le vaccin à l'import, n'est-ce pas, est beaucoup plus juteux? On peut facilement négocier, je n'ai pas envie de dire les pourcentages, mais vous ne me poussez pas à le dire. Est-ce que c'est tout cela qui fait en sorte que on te dit qu'on tourne le dos à la pharmacopée traditionnelle? C'est elle qui nous a fait grandir, nous les enfants de la forêt. C'est-à-dire que le père entrait là, il coupait des racines. Aujourd'hui, on ne peut pas nous acculturer et penser que ces choses-là qui ont existé hier, ces racines qui... Mais attendez, ils avaient des petites maladies comme les rouges fesses, comme l'estomac qui était machin. La maman se portait là, elle prenait juste, vous appelez ça quoi, la poire, et c'était fini. Donc il y a un certain nombre de choses, en réalité, qu'on ne peut pas évacuer comme ça là, alors que c'est ça qui nous a fait grandir. Peut-être pour aller petite précision de 2 secondes, peut-être tu peux comprendre un peu la posture de l'aîné, parce que d'après le document du programme élargi de vaccination, 48% de la population affirme faire davantage confiance à la médecine traditionnelle. Or, quand vous échangez avec les médecins, ils vous disent que les cas graves de Covid qu'on a admis dans les centres de prise en charge, c'était davantage parce qu'ils avaient pris ces potions et ils arrivaient à l'hôpital de manière tardive. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les membres du gouvernement, là, on parmi les points à revoir aujourd'hui, je pense qu'il y a également un point très important sur la sensibilisation des personnes à connaître leur statut. C'est-à-dire, si je vis avec des comorbidités, je dois le savoir. 26% par exemple de la population vit avec une hypertension artérielle. Donc il est important aujourd'hui d'accentuer la sensibilisation sur les bonnes pratiques de santé également. Alors Thierry, l'initiative du ministre de la Santé a salué, est louable, mais davantage il faut mettre un accent sur la communication. Oui. Je salue l'initiative du ministre de la Santé. Il communique, il parle bien, mais comme vous dites, la communication, c'est aussi une affaire de professionnels. Le ministère de la Communication n'est pas associé à cette campagne. Et vous pouvez comprendre pourquoi, depuis sur cette table, nous disons que ça ne va pas. C'est eux les spécialistes du gouvernement, ce qui concerne les questions de communication. Ils ne sont pas associés. Les 400 millions dont on parlait, ils n'ont pas reçu un seul copec. Le ministre nous l'a dit. Il nous a reçu jeudi.
Même pas un seul copec. Mais cet argent ne devait pas partir du ministère de la Santé. Non, je vais vous... Ça part du ministère des Finances quand même. Je n'accuse pas le ministère de la Santé pour ce qui concerne l'argent. Je dis, le ministère de la Santé est compétent sur les questions de santé. Dès lors qu'on parle de communication, il faut en référer aux spécialistes, à l'expert du gouvernement. C'est le ministère de la Communication. Or, lui a le sentiment d'être mis à la touche. Ni argent, ni implication dans la stratégie de sensibilisation. Il y a un problème. Mais je vais chuter en disant que moi, je félicite déjà ce qui est fait parce que le problème est assez complexe. Le problème de la vaccination, Olive l'a dit, ça ne touche pas, ce n'est pas exclusivement lié, les blocages actuels ne sont pas du fait uniquement de Covid. C'est que Covid est venu trouver, la vaccination anti-Covid est venue trouver un terrain suffisamment miné et qui tient à l'histoire, qui tient à tout ce qui a déjà été dit sur ce plateau. Donc, j'encourage personnellement, les compatriotes qui sont concernés par les doses actuelles, 300 000 doses, je crois. Il ne faut pas bouder ces doses-là. Vous, les élus, à la vaccination, allez-y. Mais je demande aussi au gouvernement de ne pas focaliser uniquement sur la vaccination. Il y a d'autres solutions. La pharmacopée traditionnelle, elle est là, elle a fait ses preuves. Et même les autres mesures barrières. Merci, on va marquer une courte pause qui va nous amener du côté de l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, région de l'Ouest, où une attaque punitive des forces ambazoniennes a eu lieu dans la nuit de 29 à 30 avril, avec un bilan qui fait état de 4 morts côté forces de défense. Un blessé grave. Je vous propose ce reportage, on se retrouve juste derrière. Militaire de Méfon, dans le département des Bamboutos, a été attaqué par des séparatistes. 4 soldats abattus, près d'une 50aine de terroristes, auteurs de cet acte, seraient venus du côté de Bambalan, territoire du nord-ouest. L'État ne laissera pas ces populations en détresse. Les forces de l'ordre sont en ce moment, depuis la nuit d'ailleurs, en train de ratisser tout ce village et des actions fortes sont en train d'être menées. Je crois que dans les jours à venir, vous allez continuer à voir la présence de l'État parce que l'État doit être présent. Ce poste de contrôle à Califourchon entre la région du nord-ouest et celle de l'ouest serait gardé par 6 militaires. Les séparatistes auraient profité de l'affluence du jour de marché, mêlé à l'absence de l'énergie électrique, mais également, les soldats semblent avoir cédé à la passion. Ce qui s'est passé hier, ces gens maîtrisaient toutes les positions. Où est-ce que ces soldats dorment et tout et tout. Ça veut dire que les femmes qu'ils envoient là, elles sont prêtes même à acheter de la boisson, donner aux militaires pour après dormir. Seulement la boisson, elles peuvent dormir avec eux. C'est ce qu'elles font. Donc je veux dire donner de l'argent pour se faire amener. Donc c'est elles plutôt qui achètent nos hommes en tenue là. Les séparatistes restent aux aguets, cherchant la moindre occasion pour frapper. Cette énième attaque est un cas témoin justifiant que la crise anglophone n'a pas encore connu son épilogue. Alors, si la crise anglophone n'a pas encore connu son épilogue, on a encore d'autres soldats qui viennent d'être tombés, c'est regrettable. Well, I would prefer to call it the so-called Anglophone crisis, because if we are in one country and you have 2 regions that have a problem, and you call it an Anglophone problem, you are already an agent of division. So the government takes the first responsibility for dividing Cameroon by identifying this problem as a so-called Anglophone problem. We in the SDF, we have often seen in this problem a more global structure, which is an issue of governance. The way we have managed this country, it has been so bad that it has made anger crystallize in Cameroonians, and those of the Northwest and Southwest are expressing it the way you see it. That said, the events of Galim, one, they demonstrate the national character of this problem, because this time it is in a so-called Francophone region. Secondly, they come to
counsel the lies that have been told that the Anglophone problem is over, that government has won the war and there are just some few pockets of resistances. This is another confirmation to say that the war is far from being over. Thirdly, it comes to confirm that the measures taken by government so far have been a total failure. And fourthly, it comes to also confirm that the governance system of Cameroon has totally failed. And I'm not the one saying it. You know, when we started, my compatriot of the CPDM was a little bit very excited, calling himself severally there. But when the fine political parties just sit somewhere to talk about the electoral code, they get things like what they call like honeybees stung somebody. They get up, write communiques overnight. Oh, you must do this, you must go to parliament, you must do this. As if to sit and talk about an electoral code somewhere was a declaration of war. Because they know that what we have been having in this country is everything, not elections. They have benefited from the corrupt system that they have put in place to be where they are today. And I don't blame her for saying so. I'm taking the responsibility and I'm telling fellow Cameroonians that all these insults that they are saying that you people are the ones that put them there, whereas we have a potential of close to 15 million voters today and 3.something million are registered. All these insults, they are insulting but Cameroonians, and Cameroonians need to take their responsibility. And on that note, I'm telling Cameroonians that they need to get implicated politically. Start by registering on electoral lists massively to make a critical mass and get implicated politically at all levels with political parties. And the SDF is ever more open. That said, what is the way forward? The CPDM has proven that it cannot handle this problem. In fact, it has even proven that it is fueling the problem. It seems like some of them are eating behind this because this problem has clear solutions that can be put, but they don't want to do it. They will tell you that they are afraid of dialogue. They don't want to dialogue. When you are afraid to talk, it means that you have something that you are hiding. They don't want a frank and sincere dialogue with respect to the so-called Anglophone problem. They have something that they are hiding, and they are benefiting from this problem, so they don't want the problem to come to an end. This is also one of the problems that has permitted them to be in power today, because, you know, my national chairman, His Excellency Nijon Frundi, when he won presidential elections in this country, the so-called Anglophone issue was very rife. He was an Anglophone. But thank God he has remained a national figure, and he is telling Cameroonians that beyond being an Anglophone and beyond being a so-called Francophone, what is important is good governance in this country. Again, her party comrade, Senator from Victor Mukete, may his soul rest in peace. Many of them, I met one year when I came to Canal Press. He told me that Anglophone elites came to Yaoundé and saw Ahidjo and asked Ahidjo to abrogate the federal system of government. The question I asked them is, when they asked you to abrogate the federal system of government, what did they tell you to put in place? They told you to put in place the failed system we have today, the system that has brought only crisis. And like I called the name of Senator Mukete, who is of late now, when he was almost going in what I call his dying declaration, he said, decentralization has failed. It is time to go to a federal system of government. Let us have functional unity. It is that same elite that participated in concocting this failed system that is telling the failed system that at this my age, being the person that built the system, I have come to notice that this nonsense has failed, and it's time for them to put it into an end. You have a country where, look, what do you want the so-called Anglophones to rely on? These are regional councils that have just been put in place. What we are seeing in Boya is that even at the level of the regional council, what you call in French the logiciel, that is the language of the computer, the operating system of the computer is in French. And they don't even understand what they're talking about. The regional councillors themselves, who are of the CPDM, some of them of the center and of the south, they were complaining in several radio programs yesterday that this thing that they are calling decentralization is not true. It is false. Okay. And the truth is this. We are telling the CPDM, whether they like it or not, they will accept it sooner or later. They have to decentralize Cameroon until it becomes federal. Please, I want to conclude on this, because it's very important. She was calling my name severally because of this. I want to tell you, many of you would think that for reasons of expediency, you will come on TV plateaus and say,
the Southwest and Northwest have never been a state on their own. The so-called Francophone side has been a state. And that is where the problem lies, madam. By 1960, you had what I call pseudo-independence in violation of the Trust Agreement of the United Nations. And when the reunification came, you already had what they call a republic. But during reunification, the people came together and said, we shall federate ourselves as trust territories of the UN and call ourselves the Federal Republic of Cameroon. The name of somebody is very important. If somebody changes your name, it is a fundamental problem in your life. And you people came and decided to revert the agreement and go back to La Republic of 1960, forgetting that the foundation of our unity, according to section 47 sub 1, was a federal system of government. And it was said that the integrity of the federation, not the integrity of La Republique, should not be violated. Okay. I'm telling you, madam, that at this point in time, when you come on this TV sets, give us a balance sheet of what the CPDM has been able to do for over 40 years. Okay. You have no lessons of democracy. My national chairman has told this country 21 times. My national chairman has put his position for elections every time in a convention. What is your national chairman doing? Okay. He accumulates all positions. He is president of the republic. He is president of the political party. He is president of everything. Journalists have a problem. They have to send only to him. Minister of Communication is a stooge. They do nothing. They are incompetent. They sit and all they accept is yes, sir. Okay. And it's because of this yes, sir, that we are where we are today. So, dear madam, I'm telling you, take your responsibility. Come to Cameroonians and tell them, 40 ans après, this is what decentralization has been able to do. And as I'm telling you now, with your regions, just 1 second, you people put the regions, just you alone. No political party was there to oppose you. We allowed you to do what you can do. But sadly, Cameroonians must take note that even after we allow the CPDM do it only themselves, they have proven the bad faith. They have proven that they are not ready to do anything. And the call for responsibility is that Cameroonians, so-called Francophones, should crusade for the federal system of government, because decentralization, which is of France inspiration, cannot help this country emerge. Ok, on vous a bien compris, Alvin. Apparemment, tous les problèmes liés à la crise anglophone sont du fait du RDPC et par ricochet de son président national. Le président peut lui entendre parler ici. Monsieur Bouba, je pense que dans le principe de réciprocité, vous m'accorderez autant de temps que vous avez accordé à Monsieur Chi. Et je suis déjà très embêtée, n'est-ce pas, de voir quelqu'un gesticuler pour penser qu'il a forcément raison. Je vais d'abord ôter ma casquette de militante du RDPC pour arborer celle de l'historienne politique pour vous enseigner l'histoire de votre pays, Monsieur Chi. Alors je vais vous dire que ceux-là qui ont milité, qui ont convaincu le président Ahidjo d'aller vers ce qu'on a appelé le parti unifié, l'Union nationale camerounaise, c'était les Salomon Tandemuna, c'était les Nzo Ekangaki. Ceux-là, c'était les barons de l'ancien Cameroun occidental. Vous n'avez pas vu le président. Permettez, monsieur, je vous ai suivi religieusement. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de développer et de vous enseigner ce que vous ne saviez pas. Madame, alors, c'est ceux-là qui ont convaincu, qui ont dragué le président Ahidjo. Quel était le nom du président de Salomon Tandemuna? Cameroun United Congress, un clin d'œil à l'Union camerounaise d'Amadou Ahidjo. Ça, peut-être, vous n'étiez pas au courant. Quand aujourd'hui, vous êtes en train de dire que... Heureusement, mais vous êtes malheureusement, vous êtes au courant. Le président Ahidjo, quelques malhonnêtes se sont assis pour faire des arrangements qui n'arrangent pas le Cameroun. Je suis conscient de cette malhonnêteté. Malheureusement, vous êtes en train de falsifier l'histoire de votre pays. Ça, c'est très dangereux. Heureusement que aujourd'hui, il y a plus dangereux, c'est la mauvaise gouvernance qui a poussé le Cameroun dans les crises, qui fait mourir beaucoup de personnes, des soldats et les civils. C'est ça qui est plus mauvais. Dites donc la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans? Vous avez fui vos responsabilités politiques. Vous êtes historien, s'il vous plaît. Je ne suis pas devenu, je le suis. Et je peux vous assurer que si nous étions dans ma salle de classe, je vous aurais exclu de mes cours. Ah bon? Ah oui.
parce que vous êtes un troublard, vous ne voulez pas suivre ce que l'enseignant vous dit. Mais non, quand on parle, quand il faut parler des crises, monsieur Chi, ceux-là qui ont parlé de anglophone problème, je me félicite et je me réjouis de l'évolution du discours du SDF qui aujourd'hui est en train de refuser cette camisole de force qu'on a voulu donner à cette crise qu'on connaît, parce qu'au départ, c'est vous qui chantiez, qui dansiez au Parlement quand vous parliez de la crise. Nous, au sein du RDPCMM, nous parlons des crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais je vais vous dire, monsieur Chi, je vais vous dire, ceux-là qui ont théorisé, ceux-là qui ont... Monsieur Chi, merci de m'écouter. Merci, s'il vous plaît, vous laissez quand même. Laissez Madame Alvin aussi. Nous sommes dans un débat contradictoire. Vous n'êtes pas obligé de faire... C'est cet activisme qui va vous dérouter quand on vous enseigne. Alors, monsieur Chi, ceux-là qui ont théorisé... Je ne vais pas vous laisser tromper les gens. Je m'énerve quand vous prenez assez de temps pour dire les mensonges. Vous dites ça comme si vous étiez madame la présidente de la République. Vous dites des mensonges. Évoluons. Bah, d'accord, monsieur Chi. Si vous voulez vous substituer au présentateur, je crois que jusqu'à présent... Avec votre respect, allez continuer avec les mensonges. Okay, je peux comprendre votre excitation et je vais vous exciter davantage. Ça ne me gênerait pas et je vous dirais que je peux être aussi voyou que vous. S'il faut se quereller dans un plateau, je le peux. Alors pour revenir, monsieur Chi, je vous dirais que ceux-là qui ont théorisé le problème anglophone, qui ont parlé de anglophone problème, lisez, vous l'avez lu, vous avez fait des études secondaires. Ferkijika Fanso, History of Cameroon for the Secondary School. Il y a tout un chapitre dédié à de anglophone problème. Ce n'est pas le gouvernement qui a parlé. Docteur Alvin, on finit un peu avec l'histoire, on revient un peu. Il faut organiser un dialogue franc, on va dire la vérité là-bas. On revient sur les faits. Bouba, je pense que il faut restituer la réalité historique lorsqu'elle est tordue. Ça c'est très important. Et même heureusement que je peux me réjouir de ce que... Voilà pourquoi vous avez créé les jeunes qui vont porter les armes, parce que vous avez seulement l'argument de la force. Organisez le dialogue. Monsieur Nti, s'il vous plaît, l'heure du dialogue va arriver. Et pour le vrai dialogue. Oui, d'accord, le vrai dialogue, vous allez l'organiser certainement. Je vais permettre à Madame Alvin de chuter pour revenir. Laissons un peu l'histoire. Ressortons maintenant par rapport à cette querelle qui vous oppose à M. Chi sur les faits, parce que nous ne sortons pas de ce qui s'est passé dans la nuit du 29 au 30 du côté de Galim, l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos. On a surabondamment écouté l'histoire du Cameroun, mais je veux qu'on reste sur un fait factuel, ce qui s'est passé, les conséquences. Est-ce qu'on doit craindre pour que cette guerre qui était dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se déporte au Grand Ouest Cameroun? C'est ça la question. Je suis sidéré de voir un parti politique quasi mort vouloir revivre sur le sang des soldats camerounais. Ça me désole vraiment. L'heure devrait être au recueillement. Il faut pleurer les Camerounais que vous avez passé le temps à tuer. Ne venez pas déclarer la mort d'un parti qui vit. Monsieur Di, j'ai relancé une autre question, s'il vous plaît. Vous laissez. Nous devons être tous derrière notre armée. Parce que ceux-là qui sont morts, malheureusement, ils ne sont pas morts, je ne dirais pas les armes. Vous avez pu utiliser la crise anglophone pour la crise dite anglophone pour tuer le SDF. D'accord, je vais revenir à vous peut-être le temps que Ti se calme un peu. Le temps que Ti se calme pour avoir un autre son de cloche avec Soulé sur cette crainte. Cette crise peut-elle se déporter du nord-ouest, du sud-ouest, à l'ouest de Cameroun, quand on sait que l'arrondissement de Galim est dans le département des Bamboutos. Et on rappelle que c'est pas la première fois, il y a 2 mois déjà, ces sécessionnistes avaient fait une incursion dans cette partie du pays. Vous savez, M. Bouba, il est difficile aujourd'hui de faire un bilan de ce qu'a causé la guerre dans les régions du Nozo. Maintenant, en dehors des morts, combien sont partis à gauche, à droite?
Parce que justement, la crainte est réelle. Il faut redouter que l'Ouest s'embrase avec les problèmes de l'insécurité au Nozo et les revendications des sécessionnistes séparatistes. Encore que on risque de sortir de simples revendications des sécessionnistes et séparatistes où on assiste à des raids, parce que là c'est des raids. Et des raids comme cela, en réalité, parfois les gars veulent montrer... En fait, il faut un peu de la lâcheté, n'est-ce pas? Ils veulent montrer qu'ils peuvent, si vous ne venez pas les cueillir sur place, ils peuvent venir vers vous et ils peuvent, à travers des raids comme ceux-là, où ils recherchent parfois le bétail, la nourriture et les munitions de guerre, ils peuvent à des raids, parce que ça c'est des raids. Donc ça c'est des raids. Et l'Ouest aujourd'hui est l'endroit le plus évident, le plus exposé. Parce que vous avez les Bamboutos qui partagent frontière avec le nord-ouest. Vous avez la Ménois qui partage frontière avec le Lébi-Alem, n'est-ce pas? Et puis vous savez bien que c'est au Lébi-Alem que se trouve, n'est-ce pas, l'un des leaders de la crise anglophone, où les escalades de la violence sont davantage plus fortes. Parce qu'il y a le groupe, je crois, Red Dragon, avec un certain général Field Marshall, qui pense que qui utilise les techniques de guérilla. La guérilla, c'est particulier qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Donc les deux départements sont en insécurité permanente. Aujourd'hui, nous pensons quand même que le pouvoir gouvernant doit savoir que la crise anglophone a déjà duré. Mais il se trouve malheureusement que la Covid, qui est beaucoup plus aujourd'hui en réalité à la mode, qui a occasion toute, n'est-ce pas, la cristallisation des attentions, a fait qu'on baisse la garde sur la crise anglophone. Du coup, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, on ne sait plus que sont devenues les résolutions du grand dialogue national, on ne sait plus. Donc on va assister de manière permanente à cette sorte de surenchère qui, parfois, est causée par le fait... Il peut m'arriver que les gens qui font tous ces raids veulent même la nourriture. Parce que n'oublions pas quand même que ceux qui sont partis du nord-ouest, du sud-ouest, je ne suis pas sûr que si on a déjà fait le recensement pour savoir ce qu'ils sont devenus, à quoi s'occupent-ils. Et vous savez que quelqu'un qui a faim ne peut pas dormir sans absolument trouver à manger. Donc l'instrumentalisation de la peur, de la grande panique qu'on commence à observer au Grand Ouest, ou bien alors dans les deux départements des Bamboutos et de la Ménois, ça risque de se perpétuer si le pouvoir gouvernant de Yaoundé ne prend pas des mesures appropriées pour aller face à cette guérilla. Alors très rapidement, en 1 minute, peut-être 30 secondes pour terminer sur cette question, la réalisation qui nous fait des grands signes, Thierry. Oui, je voudrais dire, d'ailleurs je l'ai dit sur ce plateau en son temps, on sait quand on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on la finit. Ça c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'on cesse de nous laisser croire que c'est un sujet facile, ce qui se passe dans le Nozo. La troisième chose, c'est que si on ne trouve pas une solution définitive, la guerre quittera le Nozo pour retrouver les autres parties du Cameroun. Et c'est un peu ce qu'il faut comprendre avec les événements de Galim. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que seul un vrai dialogue, un dialogue franc, permettra de trouver une solution au problème. Et je suis de ceux qui pensent aussi que la situation est grave. Il faut un jour ou l'autre s'asseoir et regarder en profondeur ce qu'il faut faire. La situation est très grave. 30 secondes pour sortir avec vous. Alors, peut-être je voudrais d'abord dire un mot. On n'a plus beaucoup de temps, vraiment, 30 secondes. Oui, la passe d'âme. Ce que je voudrais dire,
D'accord. La situation est critique dans le Nord-Zou et quand vous discutez avec des sources là-bas, on vous dit que en fait la crise est en train de se déporter progressivement à l'Ouest. Pourquoi? Parce que la population n'épouse plus réellement ce qui se passe, les attaques. Ne cautionne plus les attaques sécessionnistes. Donc on peut assister à une sorte d'aération. Enfin, les régions du Nord-Ouest peuvent être moins asphyxiées, mais la crise peut se déporter progressivement vers d'autres régions. Donc, il est important aujourd'hui, le président Paul Biya lui-même l'a annoncé, il a annoncé un Cameroun nouveau. Il est important aujourd'hui de de réaliser les résolutions du grand dialogue national. Merci, c'est terminé. Merci surtout à Idio qui nous a accordé quelques minutes. Merci à toute la grosse équipe de production ici à Yaoundé, dirigée par Thierry Kamto, Léonard Ndombou. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain, mais n'oubliez pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera donc ce soir à partir de 23h30. Demain, 23h, lundi. Madame, Monsieur Nresque, vous souhaitez passer une excellente journée à regarder les programmes de Canal 2 International. Et n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.